Il fait de plus en plus froid. La température descend très vite en dessous du zéro. Et bien qu'il n'y ait pas de neige, le froid devient insupportable. Du givre apparaît sur le sol, l'herbe et les arbres, et de la glace se forme sur les étendues d'eau à une vitesse incroyable. Grelottants, les gens du monde entier lèvent les yeux vers le ciel, et leurs mâchoires tombent d'incrédulité. Le soleil est devenu 2 fois plus petit qu'avant. Il ressemble maintenant à une tache lointaine, et il ne sera bientôt plus capable de réchauffer la Terre. Mais le pire, c'est qu'un énorme rocher flamboyant se dirige droit vers les spectateurs horrifiés, et l'impact avec notre planète fera sans aucun doute beaucoup de dégâts. Bon, revenons à notre réalité. La Terre se trouve exactement au bon endroit dans notre système solaire. Elle n'est ni trop près ni trop loin du Soleil, ce qui rend la température sur notre planète non seulement tolérable, mais plutôt agréable. Les scientifiques qualifient souvent Vénus, la 2e planète en partant du Soleil, de jumelle maléfique de notre Terre, car elle est si chaude et inhospitalière qu'aucune vie n'y est possible. Bien sûr, il y a aussi dans son atmosphère d'épais nuages qui font pleuvoir de l'acide, tandis que les gaz à effet de serre font monter la température de surface à des valeurs insupportables. Mais même si Vénus n'avait pas tout ça, rien ne pourrait y vivre à cause de sa proximité avec le Soleil. S'il y avait de l'eau liquide, elle s'évaporerait trop rapidement, ne laissant aucune chance à la vie de se développer. D'un autre côté, Mars, qui vient après la Terre, est un peu trop éloigné du Soleil, ce qui la rend froide et solitaire. Sa température de surface est en dessous de zéro. Elle ne se réchauffe jamais assez pour que l'eau reste liquide longtemps. Sans parler de l'absence d'atmosphère sur la planète rouge, l'élément qui fournit à la Terre de l'air respirable. Donc, si notre planète se rapprochait ou s'éloignait du Soleil, sa température augmenterait ou diminuerait respectivement. Quelques centaines de kilomètres ne feraient pas une grande différence. L'orbite de la Terre autour du Soleil est de toute façon irrégulière, et nous nous rapprochons ou nous éloignons toujours un peu de notre étoile. Une distance qui ferait la différence se mesurerait en millions de kilomètres. Et comme on l'a vu au début de cette vidéo, nous verrions le Soleil beaucoup plus petit que maintenant si nous nous éloignions autant. Les températures pourraient ne pas chuter au moment exact du changement, car il nous resterait encore un peu d'inertie thermique. Mais l'hiver suivant, notre planète deviendrait probablement froide pour toujours. Les océans seraient recouverts de glace et le niveau général de la mer baisserait. Et finalement, la glace réfléchirait davantage la chaleur du Soleil dans l'atmosphère et dans l'espace, ne permettant plus à la surface de notre planète de recevoir la chaleur nécessaire. De plus, davantage de glace signifie aussi moins de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Or, la vapeur d'eau capte aussi la chaleur, créant des nuages. Donc, plus il fait froid, moins il pleut. Le froid et le manque de pluie ne permettraient pas aux plantes de survivre longtemps, si bien que des zones glacées et stériles se développeraient rapidement, ne laissant intactes que les zones situées le long de la berge des fleuves, en tout cas pour un temps. Au bout d'un certain temps, les cours d'eau cesseraient aussi de couler, étant soit gelés, soit asséchés en raison de la perte de leur source, à savoir les lacs et les mers qui, bien sûr, gèleraient aussi. Toute vie disparaîtrait aussi autour d'eux. Les plantes d'abord, et avec elles, tout le reste, puisque les plantes produisent à la fois de la nourriture et de l'air respirable. Et à la fin, la Terre deviendrait un immense no man's land gelé. Quant au rocher géant flamboyant dont nous avons parlé, il s'agit d'un astéroïde venu de l'espace à cause du déplacement de l'orbite de notre planète. Jupiter, la plus grande planète de notre système solaire, agit comme un bouclier naturel pour nous contre les roches spatiales. Elle a une masse colossale et la plupart des astéroïdes lancés depuis l'espace sont piégés par sa gravité et tombent à sa surface. Il n'y a pas de vie possible sur Jupiter et sa surface est gazeuse, donc les astéroïdes ont tendance à y disparaître sans laisser de traces. Malgré tout, certains parviennent à dépasser Jupiter et c'est alors que Mars entre en jeu. Elle contribue aussi à notre défense en maintenant en place la ceinture d'astéroïdes entre elle et Jupiter. La masse combinée des deux planètes crée un champ gravitationnel qui ne permet pas aux astéroïdes de la ceinture de voler dans des directions aléatoires, frappant tout sur leur passage.
S'il n'y avait pas Mars entre nous et la ceinture, nous serions presque davantage habitués aux pluies de météores qu'à la pluie que nous connaissons. Mettons que la Terre ait remplacé Mars sur son orbite et que nous soyons maintenant quelques centaines de millions de kilomètres plus loin du Soleil. La masse de la Terre est plus ou moins similaire à celle de Mars. Donc, la ceinture d'astéroïdes est toujours à sa place. Mais les températures vont quand même baisser et la vie va bientôt s'éteindre. Mais si Mars restait là où elle est, et que la Terre se déplaçait simplement, ce serait un désastre. Il n'y a aucune chance pour que les planètes tournent autour du Soleil à la même vitesse, car leur masse n'est pas égale. À un moment donné, elles entreraient en collision les unes avec les autres. En tenant compte de leur vitesse, elles se fissureraient et se briseraient toutes les deux, créant peut-être une autre ceinture d'astéroïdes dans notre système solaire. Nous n'aurions pas plus d'espoir si la Terre se rapprochait du Soleil. Outre le fait que l'étoile ressemblerait davantage à une boule de feu géante et impitoyable dans le ciel, sa chaleur ferait fondre les glaciers de notre planète, faisant monter brusquement le niveau des mers. L'eau inonderait de grandes parties des continents et une surface croissante de la planète serait recouverte d'eau, ce qui signifie une plus grande absorption de chaleur. Cela entraînerait une nouvelle hausse de la température. De plus, ces grandes masses d'eau s'évaporeraient rapidement, libérant des tonnes de vapeur d'eau et de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Le dioxyde de carbone est un gaz à effet de serre qui absorbe la chaleur, tout comme la vapeur d'eau. Ensemble, ils retiendraient de plus en plus la chaleur du Soleil, créant des nuages épais et tourbillonnant dans le ciel, presque comme sur Vénus, mais sans l'acide. Et cette épaisse couche de nuages contribuerait aussi à chauffer la surface de notre planète. Au final, la Terre entière se réchaufferait tellement que la vie à sa surface deviendrait globalement insupportable. Seules les créatures les plus résistantes seraient capables de survivre à des températures aussi élevées. Celles qui vivent dans les déserts, par exemple. Malgré la présence de précipitations, qui ne cesseraient pas comme dans le scénario froid, les plantes auraient du mal à s'adapter à ces nouveaux environnements torrides. Celles des régions plus fraîches de la planète seraient les premières à se faner et à disparaître. Mais ensuite, les plantes des climats tempérés et enfin tropicaux disparaîtraient aussi. Et une fois de plus, la Terre se transformerait en une boule de roche stérile, mais cette fois-ci surchauffée plutôt que gelée. La distance de notre planète par rapport au Soleil, son inclinaison, sa vitesse de rotation autour de son axe, son orbite autour du Soleil, et même la présence de la Lune dans le ciel, tout cela est crucial pour que la vie sur Terre perdure. Par exemple, si la planète n'était pas inclinée par rapport au Soleil, il ferait une chaleur insupportable à l'équateur et un froid impossible au pôle. Les saisons cesseraient également de se succéder, divisant la Terre en bandes d'été et d'hiver sans fin. Avec l'inclinaison et la rotation actuelle, notre planète est chauffée uniformément de tous les côtés, comme un four à chaleur tournante. Elle se dirige vers le Soleil d'un côté pour se réchauffer, tandis que l'autre se refroidit pendant la nuit. S'il n'y avait pas d'alternance de jour et de nuit, nous ne vivrions probablement que dans certaines régions de notre planète où il y régnerait un crépuscule sans fin. Imagine notre vie sans ces magnifiques levées et couchers de soleil. Donc finalement, on va peut-être laisser les choses telles qu'elles sont, d'accord ? Prêt à tester tes connaissances ? Naturellement. Tu obtiendras 1 point pour chaque bonne réponse. N'attendons plus. Le soleil est jaune. Penses-tu que c'est un mythe ? Si tu demandes à quelqu'un de te dessiner le soleil, il y a de fortes chances que tu obtiennes un cercle jaune ou orange dans le ciel. Mais surprise, le soleil n'est pas vraiment jaune. Si tu pouvais le voir depuis un point situé hors de l'atmosphère terrestre, il serait blanc. Comment cela se fait-il ? Selon la NASA, c'est à cause de sa température que le soleil est blanc. Il est composé de toutes les couleurs mélangées. C'est donc ainsi qu'il devrait nous apparaître. Alors pourquoi le voyons-nous jaune ou orange depuis la Terre, d'après toi ? Les longueurs d'onde jaunes et oranges, qui sont plus longues que les autres, sont les seules qui nous parviennent de si loin. Les autres couleurs, à courte longueur d'onde, s'éparpillent dans l'atmosphère. Et c'est pour la même raison que le ciel nous apparaît bleu pendant la journée. Les météorites sont aussi brûlantes que le feu lorsqu'elles atterrissent sur Terre. Qu'en penses-tu, mythe ou réalité ? Lorsque les gens voient une boule de feu autour d'une météorite, ils disent qu'elle est super chaude, mais c'est un mythe. Les météorites n'atterrissent pas immédiatement sur Terre.
La plupart d'entre elles sont dans l'espace depuis des milliards d'années. Et l'espace est un environnement froid. Un froid de quelques degrés au-dessus du zéro absolu. Mais les météorites ne tombent-elles pas sur Terre en brûlant? Comment cela se fait-il? Ce qui est en feu, c'est en réalité l'air qui se trouve devant la météorite. Il est comprimé par la vitesse super élevée de la météorite. Sa surface est donc effectivement en feu, mais cette couche superficielle s'éteint au moment de l'impact sur Terre. Comme tu l'auras probablement deviné, lorsqu'elles atterrissent, les météorites sont tout au plus tièdes, et non pas chaudes comme de la lave. L'une des faces de la Lune est constamment dans l'obscurité. Penses-tu qu'il s'agisse d'un mythe ou d'un fait réel? C'est un mythe. Non mais, d'abord le Soleil et maintenant la Lune? Vivons-nous donc tous dans le mensonge? Alors voilà, les gens regardent le ciel et ne voient que le côté éclairé de la Lune. Mais la réalité, c'est que le Soleil brille de manière égale sur tous les côtés de notre satellite qui tourne autour de la Terre. Une moitié de la Lune est dans l'ombre et l'autre moitié reçoit la lumière du Soleil. Ce n'est pas vrai. Tout comme sur notre planète, il n'y a pas de côté sombre permanent sur la Lune. La logique est simple. La Lune tourne autour de la Terre et elle tourne sur son propre axe et ce de manière synchrone. Voilà pourquoi on ne la voit toujours que d'un seul côté. Les trous noirs absorbent tout ce qui se présente à eux. Alors, mythe ou réalité? Les trous noirs n'ont pas une masse et une force gravitationnelle infinie. Mais malgré tout, personne ne sait vraiment avec certitude ce qui arrive aux objets qu'ils attirent. Les experts savent cependant que les trous noirs ne sont pas dotés d'une supergravité. Imaginons ceci. S'il y avait un trou noir à la place de notre Soleil, il n'absorberait pas forcément tout de suite notre planète. Représente-toi les trous noirs comme des aspirateurs. Il attire la poussière qui se trouve à proximité de leur rayon d'action. Mais la poussière hors de ce rayon n'est pas affectée. Donc même si un jour un trou noir venait à remplacer le Soleil, les planètes continueraient d'orbiter comme elles le font depuis des temps immémoriaux. Elles ne plongeraient pas forcément dans le trou noir. Mais si une étoile par exemple entrait dans le rayon d'action du trou noir, alors là oui, sa gravité aurait des conséquences. Lorsque tu appelles quelqu'un au téléphone, le signal est envoyé par un satellite. Est-ce un mythe ou une réalité? C'est un mythe. Ou plutôt une légende urbaine, ou une idée fausse, comme tu préfères. Il existe bien sûr des téléphones satellites, mais nous, les gens ordinaires, ne les utilisons pas tous les jours. Ton téléphone portable fonctionne de façon très différente. Lorsque tu appelles quelqu'un, l'antenne la plus proche te connecte à ton interlocuteur. Il y a tout un système de connexion entre les antennes. Le réseau est immense, ainsi que des câbles qui, eux, ne sont pas visibles. La Lune n'a pas d'apesanteur. Qu'en penses-tu? Mythe ou réalité? C'est une légende urbaine. Demande à n'importe quel astronaute. Si tu n'en connais pas, fais-moi confiance. Il existe des images prouvant que la Lune est dotée d'une pesanteur. Mais quand je dis ça, je ne veux pas dire que c'est comme sur Terre, où la pesanteur fait tomber des pommes sur la tête des savants. La pesanteur de la Lune correspond seulement à environ 1/6 de celle de la Terre. Quelle sensation cela fait-il de marcher sur la surface de la Lune? Le deuxième homme qui y a posé le pied, Buzz Aldrin, a dit que c'était comme se déplacer au ralenti et peut-être un peu comme sur un trampoline, mais sans les ressorts et l'instabilité. Le coucher de soleil sur Mars est bleu. Penses-tu qu'il s'agisse d'un mythe ou d'une réalité? C'est un fait. De magnifiques couchers de soleil, le ciel rempli de différentes nuances de jaune. Imagine maintenant la même chose, mais en bleu. Selon la NASA, les couchers de soleil sur Mars seraient bleus, vus à l'œil nu. La raison de cela, c'est la poussière. Les particules de poussière qui sont plus proches du soleil apparaissent dans des tons bleus. Il existe un phénomène appelé tremblement de lune. Est-ce un mythe ou un fait, selon toi? C'est un fait. Des séismes surviennent aussi sur la Lune, et on appelle ça des tremblements de lune. Ils ont toutefois des caractéristiques différentes, pas vraiment similaires aux tremblements de terre que nous connaissons. Il existe une planète assez chaude pour faire s'évaporer les roches. Alors, une idée? Est-ce un mythe ou un fait? C'est un fait. La température dans cet univers peut effectivement atteindre des niveaux très élevés, et il existe une planète dont la température est suffisamment haute pour faire fondre et même s'évaporer les roches. Elle est 2 fois plus grande que la Terre. Cette super-Terre est similaire à notre planète, mais elle est beaucoup trop chaude. Les experts pensent qu'elle possède peut-être des océans de lave, ainsi que des nuages, d'où tombe une pluie de roches fondues. 1 million de terres pourraient tenir à l'intérieur du Soleil. Penses-tu qu'il s'agit d'un mythe ou d'un fait? C'est un fait. Le Soleil est une étoile parmi plus de 100 milliards dans la Voie lactée. Et en effet, elle pourrait contenir 1 million de terres. Eh oui, il a l'air plutôt petit quand on le voit d'ici.
Mais c'est seulement parce qu'il est très loin de nous. Toutes les comètes ont une queue, mythe ou réalité? C'est vrai, certaines queues de comètes ne sont tout simplement pas visibles. Elles ont l'air d'une boule de neige que quelqu'un aurait jetée dans l'espace. L'espace est complètement silencieux. Qu'en dis-tu? Chut, je sais que c'était trop facile. Il s'agit bien d'une réalité. L'espace n'a pas d'atmosphère. Il est donc impossible d'y entendre le moindre son. Mercure est la planète la plus chaude. Mythe ou réalité? Mercure est la planète la plus proche du Soleil. Alors cela doit être une réalité, non? Eh bien non, pas vraiment. Vénus, qui est la deuxième planète en partant du Soleil, est la plus chaude de notre système solaire. La distance par rapport au Soleil n'est pas ce qui définit la température d'une planète. Sa chaleur dépend de l'atmosphère. Ainsi, l'atmosphère de Vénus se compose principalement de dioxyde de carbone et d'un peu d'azote. Cette combinaison rend l'atmosphère très épaisse. Quand je dis épaisse, je veux dire vraiment épaisse. Tout au long de l'année, la surface de Vénus reste à une température d'environ 460 degrés Celsius. À la surface de Mercure, c'est un peu comme dans un désert, mais les variations de température y sont beaucoup plus importantes. Mars possède une gravité plus faible que celle de la Terre. Est-ce que tu penses que c'est vrai? Eh oui, c'est vrai. Par exemple, une personne qui pèse environ 100 kg sur Terre ne pèserait qu'à peu près 38 kg sur Mars. Vénus tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Qu'en penses-tu? C'est un fait. Vénus tourne en sens inverse par rapport à de nombreuses planètes. Le Soleil s'y lève à l'ouest et sa rotation est très lente. Il faut par ailleurs 225 jours terrestres à Vénus pour compléter sa rotation autour du Soleil. La distance d'une planète par rapport au Soleil affecte sa durée de rotation. Vénus est très proche de notre astre et bien sûr il exerce une force d'attraction sur les autres planètes. Les empreintes de pas sur la Lune mettent des millions d'années à s'effacer. Penses-tu qu'il s'agit là d'une réalité ou d'un mythe? Vénus a des températures exceptionnellement élevées, assez chaudes pour faire fondre le plomb. C'est la planète la plus chaude de notre système solaire, avec une atmosphère à haute pression et des vents super puissants. Les vents y sont 50 fois plus rapides que la rotation de la planète. Ils se renforcent avec le temps et les scientifiques ne savent pas pourquoi. Mais ils ont trouvé quelque chose d'intéressant dans les nuages de la planète. Un signe potentiel de matière biologique en décomposition. Pourrait-il y avoir de la vie alors? Pas tout à fait, car Vénus a une atmosphère sèche et venteuse et n'a pas assez d'eau pour que la vie s'y épanouisse. Les anneaux autour des planètes sont plus courants qu'on ne le pensait. Les anneaux de Saturne sont les plus célèbres et les plus spectaculaires. Ils sont particulièrement constitués de glaces d'eau réfléchissantes et étincelantes, et on ne peut rien voir de tel dans le reste de notre système solaire. Jupiter, Uranus et Neptune ont aussi des systèmes d'anneaux. Et ceux-ci sont très probablement composés de poussière et de particules rocheuses. Les astronomes ont découvert que des anneaux entouraient aussi un astéroïde. Et en parlant d'anneaux, pourquoi penses-tu que la Terre n'en a pas? Les 4 géantes gazeuses ont des anneaux, alors que les 4 planètes telluriques n'en ont pas. 2 théories expliquent comment les anneaux se forment. Ils pourraient être des restes de l'époque où les planètes se formaient, ou bien ils pourraient être les débris d'un impact qui a détruit une lune inconnue, ou encore, c'est la gravité qui s'est chargée d'arracher cette lune à sa planète mère. On ne sait pas vraiment pourquoi seules les planètes gazeuses ont des anneaux. Ces dernières se sont formées dans la zone extérieure de notre système solaire, alors que les planètes telluriques uniquement dans ses cercles intérieurs. Cela pourrait être un bon indice. Peut-être que ces planètes telluriques intérieures étaient simplement mieux protégées des impacts forts qui auraient pu former des anneaux. De plus, il y a plus de lunes dans le système solaire externe, et il y a aussi plus d'anneaux. Un autre facteur pourrait être le volume plus important des planètes gazeuses qui permettrait à un système d'anneaux d'y rester stable. Certaines théories affirment même que la Terre avait autrefois un système d'anneaux. Il y a très très longtemps, notre planète est entrée en collision avec un objet de la taille de Mars, ce qui a très probablement donné naissance à un anneau dense de particules et de débris. Mais notre histoire est un peu différente de celle des planètes extérieures, et ces anneaux se sont probablement combinés pour former la Lune. Connaît-on la forme de l'univers? Einstein a mis au point la théorie de la relativité générale. Elle stipulait que l'univers pouvait avoir l'une de ces 3 formes, fermé comme une sphère, ouvert comme une selle ou plat comme une feuille de papier. Sa forme détermine s'il est infini ou non, et s'il va s'étendre pour toujours ou peut-être s'effondrer à un moment donné. La forme de l'univers dépend de sa densité et de son taux d'expansion.
L'une des meilleures façons de déterminer sa forme est d'utiliser ce que l'on appelle le fond diffus cosmologique. C'est la rémanence, autrement dit, ce qu'il reste du Big Bang. Les ondes sonores qui se déplaçaient dans l'univers à ses débuts ont produit des variations spatiales assez faibles dans la température de sa faible lumière. Les résultats des études ont montré que l'univers se dilatait probablement dans toutes les directions, ce qui signifie qu'il est plat. Comment se fait-il que notre Soleil soit chaud alors que la Lune est froide ? Le Soleil dégage de la chaleur car son noyau est extrêmement chaud. À l'intérieur, la pression est très élevée et l'hydrogène se transforme en hélium. C'est ainsi que le Soleil crée de la lumière et de la chaleur. La lumière et la chaleur solaire sont suffisantes pour éclairer nos journées sur Terre et pour entretenir la vie, même si le Soleil est à environ 150 millions de kilomètres de nous. La Lune n'est pas chaude car elle n'a pas d'atmosphère et ne peut donc pas absorber la lumière du Soleil comme le fait notre planète. Sa surface devient très chaude pendant la journée, environ 100 degrés Celsius, mais comme il n'y a pas d'atmosphère, la température baisse drastiquement pendant la nuit jusqu'à moins 173 degrés Celsius. Le Soleil est chaud, cela ne fait aucun doute, mais l'espace qui l'entoure est très froid. La chaleur est l'énergie que les objets stockent en eux. La température est la façon dont nous mesurons si quelque chose est chaud ou froid. Lorsque de la chaleur est transférée à certains objets, leur température augmente. Si on l'enlève, la température baisse. La chaleur peut être transférée de 3 façons différentes, par convection, par conduction et par rayonnement. La convection fonctionne dans les gaz et liquides, tandis que la conduction concerne les solides. La température n'affecte que la matière. Or, l'espace n'a pas assez de particules, c'est presque un vide complet, ce qui signifie que le transfert de chaleur n'y est pas efficace. La seule façon de le faire est par rayonnement. Lorsque la chaleur provenant du Soleil tombe sur un objet sous forme de rayonnement, les atomes qui composent cet objet absorbent de l'énergie. Cette énergie déplace les atomes et leur fait produire de la chaleur tout au long de ce processus. Dans l'espace, la température des objets reste la même pendant longtemps. Les objets froids restent froids et les objets chauds restent chauds. Si tu places un objet en dehors de l'atmosphère terrestre et que tu l'exposes à la lumière directe du Soleil, le Soleil le chauffera à environ 120 degrés Celsius. Les objets dans l'espace qui entourent notre planète et ne reçoivent pas directement la lumière du Soleil ont une température de 10 degrés Celsius. La température est telle parce que des molécules s'échappent de notre atmosphère et sont réchauffées par le Soleil. On a longtemps pensé que l'eau était très rare dans l'espace. Aujourd'hui, on sait qu'il y a de la glace d'eau dans tout notre système solaire. Pour commencer, tu peux généralement trouver de l'eau sur les astéroïdes et les comètes. Il y en a aussi dans les cratères de Mercure et de la Lune, qui sont dans l'ombre en permanence. Sur Mars, tu pourrais trouver de la glace à ses pôles, sous la poussière de surface et dans le givre. Ce n'est peut-être pas suffisant pour faire vivre des colonies humaines, mais c'est quand même un début. Certains autres corps de notre système solaire contiennent aussi de la glace, comme la planète naine Cérès et l'une des lunes de Saturne. Europe, l'une des lunes de Jupiter, est l'une des candidates les plus sérieuses dont nous suspectons qu'elle pourrait potentiellement abriter de la vie. Elle possède probablement un océan entier sous sa surface, gelé et craquelé. Elle pourrait contenir 2 fois plus d'eau que tous les océans de notre planète réunis. Titan, la plus grande des lunes de Saturne, a aussi un cycle liquide, mais ce n'est pas de l'eau. Son cycle déplace des matériaux entre la surface et l'atmosphère. À première vue, cela ressemble au cycle de l'eau que nous avons sur Terre. Mais les immenses lacs de Titan sont remplis d'éthane et de méthane. Il y a toutefois des chances qu'ils se trouvent au-dessus d'une couche d'eau. Neptune est environ 30 fois plus éloignée du Soleil que nous. Bien sûr, elle reçoit beaucoup moins de lumière et de chaleur que la Terre. Mais elle émet aussi beaucoup plus de chaleur qu'elle n'en reçoit. Il se passe plus de choses dans son atmosphère, surtout si tu la compares à sa voisine Uranus. Uranus est plus proche du Soleil, mais elle émet pourtant la même quantité de chaleur que Neptune. Les vents sur Neptune sont d'une puissance folle. Ils soufflent à 2400 km/h. Personne ne sait encore pourquoi. Cela pourrait être une contraction gravitationnelle, de l'énergie provenant de son noyau ou encore du Soleil. Peux-tu imaginer de la glace chaude ? Il en existe à seulement 33 années-lumière de nous sur une exoplanète. Cette planète est composée de différents éléments aqueux qui forment de la glace brûlante. La glace qui s'y trouve est solide à cause de la pression, mais les températures de surface sont extrêmes et vont jusqu'à 300 degrés Celsius. C'est ainsi que l'eau reste très chaude et se dégage sous forme de vapeur.
Imagine mettre de la glace dans ton café pour le réchauffer. Quand tu regardes les étoiles, c'est presque comme si tu regardais dans le passé. Les étoiles sont très éloignées et leur lumière met beaucoup de temps à atteindre notre planète. Il est donc possible que certaines d'entre elles soient déjà à court de carburant et ne soient plus vivantes. Les piliers de la création en sont un bon exemple. Ils font partie d'une région située à 7000 années-lumière de nous, appelée la nébuleuse de l'Aigle. Ce sont des nuages de gaz et de poussière en forme de piliers. Les scientifiques les ont découverts pour la première fois en 1995. Mais en réalité, une explosion de supernova a détruit ces piliers il y a au moins 6000 ans. L'image de 1995 montre donc ces piliers d'il y a 7000 ans. Mars possède le plus grand volcan du système solaire que nous connaissions à ce jour. Il est plus grand que tout l'archipel d'Hawaï et 100 fois plus grand que le plus grand volcan de la Terre. La planète rouge semble calme, mais il fut un temps où de grands volcans dominaient sa surface. Si les volcans de la planète rouge peuvent devenir si grands, c'est probablement parce que la gravité y est beaucoup plus faible que sur Terre. De plus, la croûte de notre planète bouge tout le temps, alors que la croûte martienne reste probablement immobile.